Pascal Pichon, qui est sociologue au Centre Max Weber, ici à l'Université Jean Monnet, et qui a commencé, tu me diras si je dis des bêtises, par s'intéresser aux SDF, aux mancheurs, et de ce point de vue à toutes les interactions sur l'espace public, et de là à glisser sur l'espace public et l'investigation de l'espace public, et nous a laissé l'année dernière, c'est cela, et je ne me trompe pas, il y a 2 ans maintenant, oui, le temps passe vite, un atlas des espaces publics de Saint-Étienne, qui est quelque chose de tout à fait remarquable et qui est, à mon avis, et pleinement dans les questionnements qui sont posés aujourd'hui dans ce colloque. Il y aura une table de presse d'ailleurs qui sera là demain et peut-être même cet après-midi où cette atlas sera présentée. Bien, donc je vais laisser Pascal nous parler de l'approche sensible des espaces publics. Merci Georges, merci Daniel aussi de cette invitation à ce colloque qui a bien commencé avec des présentations très très intéressantes ce matin. Alors par rapport à ce que j'avais prévu, les choses sont un peu changé, mais voilà. Ce que je peux commencer par dire, c'est lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette communication, il m'est tout de suite venu à l'esprit les images du film, du très beau film d'Agnès Varda, Les glaneurs et la glaneuse, qui est sorti en 2000, où elle nous raconte l'enquête qu'elle a conduite en France, en différents lieux, à la recherche de glaneurs et de toutes sortes de pratiques de glanage, à la campagne ou en ville. Ce film, je pense, est une invitation finalement à suivre le fil de l'enquête dans ses différentes dimensions et composantes pour connaître, reconnaître et documenter. Alors ici, les manières de glaner, les lieux de grappillage, de ramassage, de récupération, tous ces mots qui disent les significations diverses que les glaneurs donnent à leur pratique. Ce film est également marqué par la subjectivité de l'enquêtrice, elle aussi glaneuse, comme le titre l'indique, et plus très jeune, comme elle le montre par exemple dans un très beau plan fixe de sa main ridée, marqué par les taches du vieillissement. L'esthétique de l'enquête convoque ici le temps biographique, temps historique de l'art et des pratiques de glanage, temps du tournage, réduit au moment favorable, à l'attention, à l'occasion, à l'in situ, offrant de très beaux portraits des gens que la cinéaste a rencontrés, a interviewés, accompagnés dans leur tournée d'exploration et de cueillette. Alors on le voit dans ce film, l'enquête instruit une réalité sociale et propose au spectateur un récit avec ses protagonistes, ses institutions, ses scripts. Cette double tentative, celle du compte-rendu fidèle des réalités sociales et puis celle de l'écart que propose leur représentation artistique, ouvre la question du rapport entre art et sciences sociales, qui va être au cœur de mon intervention. Mais de quelle enquête parlons-nous ? Poursuivons ce questionnement. Quel recouvrement et quelle dissonance entre différentes formes ou types d'enquête, ou encore entre différents modes d'enquêter et d'en rendre compte ? Quelle ressemblance et dissemblance au regard des finalités affichées et des enjeux esthétiques. Voici donc pour poser, on pourrait dire, les premières questions qui ont orienté ma réflexion. Mais avant d'aller plus avant, je voudrais indiquer au préalable, et pour éclairer ma propre posture de recherche, que la réflexion que je vous propose aujourd'hui se nourrit en fait des tentatives que j'ai initiées depuis une petite dizaine d'années avec quelques autres chercheurs, tentatives d'expérimentation, c'est un mot qui est arrivé ce matin, de nouvelles formes de publicisation des enquêtés en sciences sociales, de valorisation de la démarche d'enquête autant que des résultats de l'enquête. Donc, c'est-à-dire de la valorisation des intentions, des intuitions, du processus de découverte, des modalités de documentation, des sources, du classement, des données recueillies, des controverses scientifiques et de leur heuristique, etc. Ces restitutions empruntent aux techniques scénographiques, aux écritures graphiques et documentaires, aux vidéos, films ou photographies.
Alors je vous propose aujourd'hui d'interroger, depuis ma position de sociologue, le rapport entre sciences sociales et art. Et pour ce faire, je me suis intéressée, d'une certaine façon, à un renversement ou représentation artistique des réalités sociales. Donc je plonge sur vos terrains à vous et vous direz ce qu'il en est finalement. Donc, représentation artistique des réalités sociales qui revendique la démarche de l'enquête, comme la glaneuse Agnès Varda, que je convoquais à l'instant. Quelle visée de connaissance du monde commun et quel partage du sensible, dans les termes de Jacques Rancière, sont dès lors en jeu? Voilà la question un peu centrale que je pose. Je vais proposer quelques variations des manières de faire des mondes, pour reprendre le très beau titre de l'ouvrage de Nelson Goodman. Une première variation autour des manières de faire ou de défaire des mondes réels, une seconde variation autour de la démarche d'enquête, et plus particulièrement celle qui consiste à marcher et inventorier, ça fera écho à ce qui a été dit ce matin. Ces variations me permettront en dernier lieu de poser quelques jalons, premiers jalons, sur la performativité de l'enquête et la construction des publics. Je vous précise que ce que je vous livre aujourd'hui n'est pas un ensemble de résultats avérés, mais bien plus une réflexion, un chantier en cours, en travail. Ces variations puisent donc à différentes sources, mais convoquent des objets et des terrains d'enquête proches de ceux qui touchent à mes propres objets de recherche. Au croisement de la question sociale et de la question urbaine, Georges en a parlé tout à l'heure, là où l'investigation spatiale, comme le propose le titre de cet après-midi, de cette séance, se fait nécessité. Alors, première variation entre les manières de faire ou de défaire des mondes réels. Je voudrais m'attacher tout d'abord à pointer un premier lien entre les propositions scientifiques et esthétiques lorsqu'il s'agit d'investiguer ou de parler notre monde contemporain. L'une et l'autre peuvent en effet revendiquer la part du documentaire et la part critique. Les installations sous forme de grandes maquettes des artistes Anne et Patrick Poirier, que j'ai choisi parce qu'ils ont exposé en fait dans le cadre d'une rétrospective au Musée d'Art moderne cette année, sont de ce point de vue remarquables. Leur conscience aiguë de la fragilité du monde, leur lucidité écologique se manifeste dans différentes œuvres imposantes qui pourraient parfaitement illustrer le titre de l'ouvrage de la philosophe des sciences, Isabelle Stengers, Au temps des catastrophes, la barbarie qui vient. L'œuvre intitulée Exotica rejoint la critique philosophique en donnant à voir dans un même geste les destructions guerrières et les destructions industrielles passées et à venir, comme celles déclenchées par les usines à haut risque, depuis qu'en 1976, vous le savez, un nuage de dioxine a enveloppé Seveso. On pense également à Tchernobyl en 1986, à l'usine AZF de Toulouse en 2001, évidemment à Fukushima en 2011. Par ailleurs, la résonance de cette œuvre avec les témoignages recueillis patiemment par la journaliste romancière Svetlana Alexievitch, on en a parlé ce matin aussi, dans sa chronique par montage d'entretien, d'après la catastrophe de Tchernobyl, l'inscrit dans le réel, tout en revendiquant l'expression plastique de la science-fiction, voire de l'ailleurs, Exotica, dans une recherche dialectique des temporalités du passé et du futur, pour mieux interroger l'incertitude du présent. On en a aussi parlé ce matin, de cette incertitude et de l'ici et maintenant. Dans l'œuvre intitulée Danger Zone, le couple met en scène notre vulnérabilité d'une autre façon. Sous une bulle transparente, comme vous le voyez, ils ont installé une cabane, vestige d'un passé empli de traces et de fragments de la modernité et de la civilisation, et rendent ainsi explicite la dimension critique de leur position. L'art critique, écrit Evelyne Toussaint dans son Vademecum de leur œuvre, ne peut que participer à la résistance en défendant à la fois la lucidité, la volonté d'explicitation, j'insiste sur le terme, l'individualisation, et en apportant quelque chose qui n'appartient qu'à l'art, à la frontière ultime de l'image et du langage, et qui est pour chacun assez centrale pour qu'il y soit question de vie ou de mort. Ces résonances entre différentes œuvres nous invitent à considérer la multiplicité des représentations des mondes réels, comme le note Nelson Goodman. Frappante, je le cite, est la grande variété des versions et visions que permettent les nombreuses sciences, les travaux de différents peintres et écrivains également.
Il examine par ailleurs la richesse complétive de ce qu'il appelle les différents standards, qu'ils soient scientifiques ou perceptuels. Diversité et contraste marquent ainsi les rapports entre ces différents mondes perçus et construits conceptuellement. Cette diversité contrastée des représentations ne doit cependant pas masquer les nombreuses relations qui lient ces mondes créés et conçus par des scientifiques ou par des artistes. En effet, les mondes de fabrication des mondes procèdent par de nombreux modes opératoires similaires, comme celui de composer ou de décomposer, d'agencer, de mettre en forme ou de déformer, de supprimer des éléments ou au contraire d'en supplémenter. De plus, Anne et Patrick Poirier revendiquent cette appartenance de l'œuvre au monde des théories et à l'univers conceptuel, à l'univers, on pourrait dire, patrimonial, universel des concepts. Leur art de la représentation, où mémoire et oubli se conjuguent, propose des traversées dans l'histoire, l'archéologie et la psychanalyse, et mobilise des savoirs communs. Mais néanmoins, il ne joue pas de la ressemblance avec des réalités, mais travaille au contraire les écarts, les dissemblances. Et nous allons voir que ce n'est pas toujours le cas. C'est un cas de figure, mais ce n'est pas évidemment toujours ce cas-là. Venons-en maintenant à une deuxième variation autour de la démarche d'enquête portant sur l'investigation spatiale, proprement dite, non plus globale, mais située, avec deux références. Alors la première s'intéresse à l'œuvre de l'artiste marcheur, sculpteur, Hendrik Sturm, avec lequel j'ai eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises, et la seconde aux travaux de deux collectifs d'artistes plasticiens qui ont présenté un travail d'inventaire sur l'espace public parisien. L'art de la marche, premier temps avec Hendrik Sturm. L'œuvre de cet artiste me semble assez significative car il revendique la démarche d'enquête et la met en œuvre de façon explicite. Son travail, comme celui d'ailleurs d'Anne et Patrick Poirier, de ce point de vue-là seulement, relève d'une sensibilité archéologique et s'appuie sur l'archive lorsqu'elle s'avère utile à la reconnaissance d'une trace sur le terrain arpenté. Hendrik Sturm est un sculpteur de l'espace par la marche, dans les espaces périurbains et urbains, en particulier à Marseille, mais pas seulement. Il s'en va dépoussiérer les archives pour les réinscrire dans le temps du modelage de la Terre par le pas. Il réveille ainsi les mémoires des lieux en remontant dans le temps, comme dans une filature. Il retrouve des protagonistes d'une histoire oubliée, s'enquiert de son actualité, de cette histoire, et la réinscrit dans les images qu'il produit, dans le cours de l'expérience physique du marcheur, et aussi dans ses comptes rendus publics. Cette démarche spatiale, qu'Hendrik Sturm qualifie de psychogéographique en référence aux situationnistes, et plus récemment au groupe Stalker, il a travaillé avec Laurent Malone, artiste photographe de ce groupe, libère la marche comme un champ d'expression et mobilise un premier outil, la cartographie, en effet. La géographe, d'ailleurs, Élise Olmedo, qui en 2012 a participé à une marche collective avec l'artiste, promeneur, dans le bois de Vincennes, rapporte, je la cite, « Il utilise des cartes topographique de l'Institut géographique national durant ses balades d'une façon bien particulière. Dans l'intervalle du passage de la carte au réel se nichent des énigmes, des curiosités que l'artiste éclaire, informe par ses passages successifs, ses allées et venues entre les informateurs, habitants, scientifiques, etc. Les cartes et documents anciens ou actuels et le terrain. Ici, la carte est au cœur d'une approche de l'espace d'une manière tout à fait paradoxale, où elle semble moins renvoyer à un objet physique qu'à une pratique. Je peux dire que cette pratique, précisément, est celle de l'immersion sur le terrain, on en a parlé ce matin, en solitaire, puis avec d'autres, comme Élise Omeldo le note encore. Experts, habitants, visiteurs, la marche est, comme il le dit lui-même cette fois, une méthode d'étude. Elle s'apparente à un outil de découverte, c'est lui qui parle. Une méthodologie d'enquête, c'est encore lui qui parle. Une lecture de traces, c'est toujours lui. C'est d'ailleurs à partir de la trace, captée, enregistrée, photographiée, que la recherche documentaire peut se déployer. Il fait des entretiens, il rend visite aux archivistes, il fait des recherches de liens biographiques, comme le ferait parfois un généalogiste. Pour cet artiste, il n'y a pas d'étanchéité entre la culture vernaculaire et la culture savante. C'est ce que l'on retrouve souvent aussi dans les
recherche en sciences sociales aujourd'hui, où la rupture épistémologique entre le savant, on va dire, et le vernaculaire disparaît. Dans sa pratique, il cherche toujours à rendre perméable cette frontière entre les deux. Sa méthode, donc, prend pour objet, vous l'avez compris, la ville ou les formes urbaines, qui est le lieu donc, où l'humain s'exprime le plus. C'est l'objet humain le plus complexe, nous dit-il. Son art de la marche se place donc en plusieurs points de tension ou de basculement entre le visible et l'invisible, entre le naturel et l'artificiel, afin d'être attentif aux formes, sans trancher entre les deux. Pour moi, dit-il, l'acte artistique réside dans l'acte interprétatif dont la ville est l'objet. Voilà donc l'interprétation qui arrive. Lire la ville, c'est pour moi avoir un regard clinique, scrutateur, qui permet d'interpréter les traces comme signe de force ou de logique à l'œuvre. Cette dernière remarque montre finalement à quel point l'enquête se poursuit jusqu'à son terme. Alors que les lieux ont été investigués, arpentés, observés, la marche dévoile in fine l'espace des savoirs qui l'accompagnent, sculpte une forme d'entre-deux, un intervalle d'où surgit l'interprétation. Cette volonté interprétative apparaît comme l'ultime présence d'une forme retrouvée et en même temps éphémère, qui semble disparaître aussitôt que les pas du marcheur arpentent d'autres lieux afin de nourrir une nouvelle enquête. Cette démarche qui s'adosse à l'ensemble du processus d'enquête, des pas du marcheur jusqu'à l'interprétation des traces, est assez éloignée d'autres types d'investigations artistiques situées géographiquement également, mais s'inscrivant dans une posture différente, résolument critique. Pour aborder cette question, tout à la fois de la posture critique et du parti pris de l'artiste, comme du chercheur d'ailleurs, je voudrais donc présenter une dernière référence, le travail photographique des plasticiens Gilles Pathé et Stéphane Argilet, qui est un travail qui a été poursuivi par d'autres, par le collectif en particulier Survival Group de Arnaud Lelfort et Guillaume Chalère. Alors les plasticiens ont réalisé de nombreuses images qui montrent, et ce faisant dénoncent, des types d'aménagement d'espaces publics, ceux qui tendent à privatiser de plus en plus des seuils, des niches ou des recoins qui étaient jusqu'alors accessibles aux passants et qui conduisent dès lors à empêcher toute occupation, même provisoire. La série, présentée sous forme d'inventaire, met en évidence ces multiples et micro-formes de privatisation où le design urbain joue un rôle central et semble vouloir nous en cacher finalement la finalité cynique. Dans l'esquisse d'une typologie du mobilier parisien, Gilles Pathé écrit ceci, je le cite. « Des bancs hygiénistes, véritables planches de fakir, sont méticuleusement conçus pour qu'on ne s'y étende pas et qu'on s'y appuie de manière éphémère. Les designers de la RATP, les décorateurs de devantures de magasins, les syndics de certains immeubles d'habitat collectif gèrent les corps comme des flux à réguler. Et les sans-abri, je les retrouve toujours, qui stationnent dans leur espace comme des indésirables. Ces dispositifs sont tout d'abord anti-ergonomiques. Socialement, ils visent les plus démunis, mais ils sont subis par tous. Les citoyens sont infantilisés, agressés. L'espace dégradé devient ainsi dégradant. Il cesse d'être un espace partagé, ouvert aux rencontres et aux échanges essentiels de la vie de la cité. Il est nécessaire de réinventer une autre conception de l'espace public qui favorise le regroupement et la rencontre des désirs. Vous l'entendez, c'est une forme de manifeste pour le maintien des qualités d'un espace public ouvert où bien commun et bien public ne sont pas laissés pour compte que nous livrent ces plasticiens. Leur positionnement dans le champ de la conception en aménagement urbain s'appuie sur le fait qu'il y ait fait appel à l'art et au design. Et c'est contre, en fait, ces designers, décorateurs, architectes, qu'ils se positionnent, fustigeant leur participation au déclin de l'espace. L'ensemble de leurs clichés photographiques, qui montrent des détails, des aménagements et leur situation géographique, est accessible à tout un chacun sur Internet. Et cette extension infinie de l'espace public, de l'opinion, au sens habermasien du terme, cette fois. Dans l'inventaire critique, l'image du détail a valeur de preuve documentaire, voire de dénonciation, puisque exposées ensemble. Les photographies dévoilent, par le recensement non exhaustif, mais suffisamment représentatif
On retrouve une question qui est évidemment une question scientifique ici. Comment l'espace public perd sa qualité d'hospitalité? Comment le droit à la ville pour tous en est remis en question? La forme choisie, l'inventaire, s'avère être ici le pendant de la saturation des données lorsque le chercheur décide de clore l'enquête, quand il s'aperçoit que la poursuite du recueil de données n'apporte plus de nouveaux éléments d'analyse. Plus encore, ce format de restitution prononce le bilan, fait les comptes, pourrait-on dire, de ce passif par la description minutieuse. En cela, on peut dire aussi que l'artiste produit lui aussi de l'archive. À cet inventaire fait écho la description ethnographique qui donne chair à cette police des corps et des appropriations des espaces urbains centraux. Alors là, je vais vous citer un extrait d'un article intitulé « La ville dissuasive, l'envers de la solidarité avec les SDF ». C'est un article de l'ethnologue Daniel Terol, qui a également, mais comme bien d'autres chercheurs sur ces questions-là, pris parti face à ces instruments dits anti-SDF. Voici ce qu'il écrit. À la fin d'une recherche sur le mode de vie des sans-domicile fixe, l'un de nos informateurs attira notre attention sur la mise en place d'équipements assez particuliers à Paris, visant à interdire le stationnement des SDF. Il s'agissait de cônes métalliques collés sur le trottoir devant une banque de la place Gambetta, dans le 20e arrondissement. On a commencé à les arracher à coups de brodequin, avait-il dit, ce qui était vrai. D'ailleurs, peu de temps après, ces cônes avaient disparu et ne furent pas remplacés. Le trottoir appartenant à la mairie de Paris, une telle initiative violait manifestement le droit de propriété le plus élémentaire de cette ville. À partir de cet incident, le regard de l'anthropologue s'attache à ces petits riens, indécelables au premier abord et qui passent totalement inaperçus au regard des usagers urbains, pour essayer de cerner les manifestations d'une anticipation autoritaire et coercitive dans la conception et l'aménagement de l'espace visant les plus démunis. Dans le même esprit, poursuit-il, dans le même esprit que la tentative de contrôler et de contraindre l'envahissement sauvage et anarchique de la ville par les automobiles à coups de bornes anti-stationnement et de plots tentant de réserver les trottoirs aux seuls piétons, ne s'attache-t-on pas maintenant à dissuader les sans-abri de l'appropriation des espaces publics? C'est la question qu'il pose. Au-delà des affirmations de solidarité et d'aide formulées envers les sans-logis, existe-t-il un ensemble de stratégies contredisant radicalement ces premières? Autre question. Autrement dit, en contrepoint d'un discours caritatif et humanitaire chaleureux envers ceux qui n'ont que la rue pour habiter et vivre, des dispositifs préventifs se mettent-ils en place? Vous l'entendez, l'ethnologue questionne avec une certaine subtilité, je trouve, non seulement l'espace public, mais l'espace du bien commun et l'espace des publics. Contre l'appropriation des uns, le pouvoir et la légitimité de l'appropriation des autres, il décline des rapports de domination ici, où les plus démunis économiquement ne peuvent guère compter sur des solidarités et des hospitalités urbaines hors les murs de l'assistance. Dans les représentations artistiques et scientifiques, donc, on le voit, le parti pris des auteurs est revendiqué, ce qui permet aux spectateurs, lecteurs ou visiteurs d'un site web de saisir les enjeux de l'enquête, d'accéder au point de vue des acteurs, ceux qui n'ont pas forcément de voix dans l'espace de l'opinion. Ici, ce sont les SDF. L'implication des plasticiens poursuit l'engagement de l'ethnologue sur son terrain, apporte des connaissances complémentaires, d'où leurs subjectivités ne sont pas absentes, mais elles sont mises au service des images et des récits qui les accompagnent et à leur force, on pourrait dire, performative. Pour terminer, parce que cette dernière variation nous y conduit finalement plus directement, c'est sur la question de la performativité de l'enquête et de la construction des publics que je voudrais apporter quelques éléments supplémentaires. La performativité de l'enquête implique des formes de reconnaissance du monde commun. Cette reconnaissance se manifeste de manière distincte dans l'ensemble des références que j'ai mobilisées, en réalité. Soit par l'expression narrative des subjectivités, comme chez Agnès Varda, par exemple, qui nourrit des identités collectives, soit par le passage sensible, soit par le partage, sensible in situ de l'espace chez Hendrik Sturm, soit par la mobilisation et la recherche des traces du patrimoine commun et le travail de l'écart au réel chez Anne et Patrick Poirier, qui s'oppose d'ailleurs à la visée documentaire, me semble-t-il, pointilleuse des inventaires photographiques. À voir comment.
C'est sans doute en ce cas que se manifeste plus directement l'enjeu pragmatique d'un John Dewey. Dans ce dernier cas de figure, là, l'inventaire soulève en effet un problème quant à la définition du bien commun que constitue l'aménagement discrétionnaire des espaces publics. Ce problème peut-il élargir le public concerné afin de lutter et d'agir pour le résoudre? La problématisation nécessite de fait la participation du public. L'enquête, qui a pour visée de rendre visibles des réalités invisibles, dessille l'œil, on pourrait dire, et renforce le regard du citadin spectateur. Elle emprunte, l'enquête, on pourrait dire qu'elle informe, bien sûr, et qu'elle emprunte un langage d'efficacité, celui de la transcription conventionnelle de l'image de la preuve. Ce pourrait être aussi ces images que produisent la police scientifique, par exemple. Et en ce sens, elle fait appel à un public à convaincre, à enrôler dans une cause commune, celle de la préservation d'un monde commun. Concernant précisément notre monde commun, je retiens de ces variations esquissées aujourd'hui seulement, 3 points directeurs, enfin, 3 lignes directrices, mais qui restent bien sûr inachevées. Je vous les livre pour que ça puisse peut-être donner lieu à débat. Dans un premier point, les réalités sociales que choisissent de représenter les artistes apportent de nouvelles connaissances, cela me semble indéniable, et de nouvelles appréhensions sensibles du monde social, mettant en évidence de nouveaux partis pris. En ce sens-là, ils ouvrent l'espace sensible des mondes réels et imaginaires. La dimension fictionnelle peut nourrir aussi ces représentations et soutenir des identités narratives collectives que la force des subjectivités explore. Deuxième point, la monstration de la démarche d'enquête scientifique et parfois artistique permet au public de percevoir la manière dont se construit la preuve. Néanmoins, si l'enquête artistique se désintéresse, on pourrait dire quand même le plus souvent de cette finalité, elle donne corps par la dissemblance, par l'écart, à d'autres espaces sensibles et éprouvés des réalités sociales. Troisième point, c'est peut-être la place même de la réception de l'enquête, ou plutôt de ce que fait l'esthétique de l'enquête qui devient centrale. Plus le public, on pourrait dire, plus le public est invité à prendre place, à composer avec ses représentations artistiques, plus sont enrichies les manières de représenter les réalités sociales et de faire sens commun au sens d'Emmanuel Kant. Je vous remercie.